Ces messages qu'on diffuse, que ce soit les parents, les enseignants, les clips de sensibilisation, semblent inaudibles à une certaine partie de ces enfants. Bah, en fait, ça dépend où est-ce que vous les envoyez. Est-ce que les jeunes regardent encore la télévision? Ça, c'est sa première question. Est-ce qu'on s'adresse avec des bons clips aux bons destinataires? Notamment, est-ce qu'ils font de la pub sur les réseaux sociaux pour toucher les personnes qui consultent les téléphones portables, davantage les téléphones portables que les télévisions? Il y a une question de cible. Sur harcèlement scolaire, il y a plusieurs points. Le premier, c'est que souvent, quand vous êtes victime d'harcèlement scolaire, les jeunes, mettent du temps à en parler parce qu'ils se sentent différents, ostracisés, ils ont honte d'être ostracisés. Donc c'est difficile d'en parler aux parents, c'est difficile d'en parler aux professeurs et c'est difficile d'en parler même à qui que ce soit. Souvent, en fait, vous êtes harcelé parce que vous êtes différent. Vous avez différent parce que vous êtes en surpoids, Pas vous êtes seulement, comme nouveau, disait vous cette êtes plus maman. intelligent. Ça arrive tout. Finalement, ça peut arriver à chacun. Moi, vous savez, j'ai déménagé quand j'étais plus jeune. Vous arrivez en école publique et quand vous déménagez, vous êtes le nouveau, donc vous rentrez dedans. Vous avez deux solutions. Soit vous la fermez, soit vous rentrez, vous castagnez un peu pour vous faire respecter. Si par cas vous n'avez pas la personnalité de castagneur, et même en castagnant, vous êtes convoqué par le directeur et donc du coup c'est vous qui prenez la sanction, alors que c'est vous qui vous faites harceler dans le cas présent. Souvent la plupart des personnes acceptent ce qui leur arrive et surtout il y a une réaction des professeurs qui la ferment. Il y a un vrai problème des professeurs qui ne savent pas assurer l'autorité dans les écoles publiques. Et plus l'école publique est difficile, plus ils sont faibles en raison de l'affectation des professeurs. Et vous avez un autre point, c'est que les autres élèves, pour se conformer, sont obligés en fait de suivre la meule. Et donc du coup, ils rajoutent le problème pour se conformer au milieu social. Comme ils veulent s'intégrer, ils en rajoutent. Donc la personne qui était victime par 2 ou 3 personnes devient victime dans une classe par 20 ou 30 personnes. Donc si vous ne vous faites pas respecter au début, c'est très compliqué. Et les différents numéros, etc., ne servent quasiment à rien. Je vais expliquer pourquoi. Il faut qu'on entende Christian Proto aussi. Ok, je vais très vite, passer très rapidement. Oui. Quand vous demandez à un professeur, il ne sait pas assurer l'autorité, surtout si c'est un milieu difficile. Parce que c'est les professeurs qui ont le moins de qualité qui arrivent dans ces milieux difficiles en raison des classements de points. Le deuxième point, c'est que les proviseurs parfois manquent de courage. Comme ils ont peur de se mêler à la foule, de créer des problèmes, d'avoir les parents des élèves perturbateurs qui viennent les insulter ou créer des problèmes, ils la bouclent. Ils appliquent la doctrine pas de conflit, pas de vague. Et c'est comme ça qu'on arrive d'un petit problème à un phénomène grave comme le décès de l'INSEE. Les sociaux n'ont plus conscience de là où il faut s'arrêter. C'est qu'il n'y a aucun repère éducatif non plus. On peut se moquer dans la cour, ça arrive tout le temps, on n'est pas obligé de pousser quelqu'un. Mais quand vous regardez le profil des gens qui sont harcelés ou qui harcèlent, souvent c'est des milieux qui sont plus difficiles. Comme l'était madame, femme divorcée. Est-ce que quand vous occupez un travail, vous occupez de vos enfants, vous avez le temps en plus de surveiller tous les réseaux sociaux, etc. C'est de plus en plus difficile. Moi, je pense que, comme l'a dit Papendia, il y a responsabilité collective. Il y a celle des enfants et de l'entourage. C'est-à-dire qui est capable aujourd'hui de prendre la parole pour pouvoir dire « ça suffit, on dit stop ». Ça arrivait dans certaines écoles. Mais aujourd'hui, on manque de leaders. Et le manque de leaders qu'on a dans la classe politique se retrouve, comme le dit Christian Proto, à l'école aussi. Ensuite, après, il y a le manque de courage des professeurs et des proviseurs. Donc moi, je suis plutôt d'accord avec Christian, qu'il faut mettre des gens qui soient dédiés à faire ça. Est-ce qu'on peut demander à un professeur d'assurer la transmission du savoir et toutes les tâches qu'il doit assurer, en plus d'assurer la sécurité, l'autorité dans les classes? Je n'y crois pas. Donc si par cas vous avez besoin de quelqu'un pour surveiller à l'école, il faudrait quelqu'un qui puisse surveiller en dehors sur les réseaux sociaux. Parce qu'un parent ne pourra pas tout faire, comme les parents ne pourront pas tout faire. La multitude des tâches, le fait qu'on est de plus en plus dans une société où il y a de plus en plus de burn-out, fait que il est peu probable que ses parents puissent assurer ces tâches-là. Et ensuite, si par cas vous avez un surveillant en classe, un surveillant à l'école, il faut quelqu'un capable de surveiller les réseaux sociaux. Et si par cas vous avez un surveillant réseaux sociaux, il faut pouvoir contacter les plateformes pour interdire aux gens, et notamment mettre en place une régulation des réseaux sociaux. Certains disent aussi qu'il faut supprimer les réseaux sociaux pour l'enfant incriminé, lui retirer son portable, le harceleur. Je pense que quand on est sur des avancées technologiques, il ne faut pas les supprimer, il faut plutôt les réguler. Je pense que les réseaux sociaux gagnent assez d'argent pour pouvoir mettre en place des régulations internes pour pouvoir réguler certains messages. Et qui pourrait lui aussi signaler. C'est déjà mieux que rien. Oui, mais c'est compliqué dans une classe de mettre un référent harceleur. Est-ce que c'est pas plus facile de parler à l'un de ses camarades de classe plutôt qu'à un adulte justement qui peut être un peu plus le problème, c'est que si mettez dans les cas où il se passe des harcèlements, la personne qui va être désignée référent harceleur, ça veut dire doit attaquer son propre groupe social, donc les personnes qui sont harceleurs, qui dominent principalement la classe. Donc moi, je pense que, comme avec Christian, c'est plutôt quelqu'un qui doit être à l'extérieur, auquel on peut y aller facilement, et qui n'aura pas de problème à pouvoir trancher un conflit. Oui. Alors, on va se quitter. On n'arrive pas à essayer d'aider ces lycéens à trouver leur orientation, William Tay? Moi, c'est amusant. Ce matin, j'ai pris un petit déj avec quelqu'un de mon équipe qui vient d'avoir ses réponses Parcoursup, qui est en terminale. Du coup, j'étais surpris par les choix. J'étais surpris. Je ne pensais pas que, par rapport aux critères que moi j'avais connus quand moi j'étais
lycéen, je n'attendais pas à ce qu'il ait ce type de résultat qui apparaissait assez incohérent. Mais dans le bon sens ou dans le mauvais? Non, mais c'est-à-dire qu'il y avait des établissements où je ne pensais pas qu'il serait pris, il a été pris. Je pensais qu'il y a des résultats, des établissements où c'était plus difficile, plus facile. Oui. Il n'a pas été pris, donc il y a une certaine incohérence. Et puis quand on regarde un peu ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, on voit que des personnes ont été prises dans certains établissements en mettant en lettre de motivation la liste des ballons d'or de France Football. Non. Pour une lettre de motivation en lettres classiques. Donc en fait, non, c'est un algorithme qui le lit. Moi, je pense que le sujet essentiel, c'est qu'on se trompe sur qu'est-ce qu'on doit faire comme sélection. Les Français sont certes attachés au principe d'égalité, mais ils veulent surtout de la justice et de la compréhension sur comment fonctionne le système. Ils sont prêts à accepter un résultat si par contre ils comprennent le mécanisme. Oui. Ce qu'ils critiquent, c'est l'opacité. On doit revenir sur un système où c'est un humain qui gère et on doit mettre en place le critère de méritocratie et de sélection dans chacun des établissements, avec éventuellement une maîtrise de chaque établissement, de pouvoir qui souhaite accueillir ou non, avec une transparence sur les critères de sélection. Si vous dites, voilà, nous on met en avant la personnalité du candidat, les notes, etc., avec un système de points, les établissements seraient transparents, les parents d'élèves comprendraient sur quel établissement il faut aller plutôt que sur d'autres, et on serait transparent avec les élèves, et on leur permettrait d'avoir une stratégie. Vous imaginez ? Quand il s'agit de son propre avenir ou de celui de sa progéniture, c'est terrible de se dire que tout ça se joue avec un algorithme, c'est comme si on tirait au dé. Vous êtes sur une société de diplôme, ça veut dire que la France, comme tous les pays occidentaux, sont basés sur le système de diplôme. Si vous n'avez pas un diplôme, il est impossible quasiment de progresser dans la vie professionnelle. Et donc du coup, tous les parents jouent leurs élèves sur un algorithme auquel certains élèves sont pris en mettant la liste des ballons d'or France Football. Je pense que ça pose question. Oui, mais il y a quand même plusieurs sujets. Le premier, c'est qu'on a un problème de place avec la multiplication de la société du diplôme. C'est-à-dire qu'avant, je crois qu'il y a 30-40 ans, on avait 10% des bacheliers ou 15% des bacheliers qui faisaient des études supérieures il y a 50 ans. Là maintenant, quasiment tous les étudiants du lycée général veulent aller en études supérieures. Parce que maintenant, il est exigé, à la différence de la société du plein emploi, on a maintenant un requis de qualification qui est beaucoup plus élevé. Donc, on va arriver sur une massification de l'enseignement supérieur. Seulement, les établissements ne sont pas préparés à ça, sur plusieurs sujets. Les budgets des universités, le budget des établissements professionnels, le budget des grandes écoles n'est pas adapté à ça. Je prends un exemple. La plus grande école de commerce française, c'est HEC, ça doit être 3 ou 4 milliards d'euros de budget. Même pas, c'est beaucoup moins. Par rapport aux États-Unis, je crois que c'est beaucoup plus. C'est 100 fois plus ou 200 fois plus, et avec beaucoup plus d'élèves. Donc les États-Unis se sont préparés à cette massification. C'est un beaucoup plus gros pays aussi, avec une Non, grande... c'est que 6 fois plus d'habitants que nous. Oui. C'est que 6 fois. Donc ils n'ont pas 6 fois plus de budget, ils ont 100 fois plus de budget. Donc ça devrait être 6 fois plus de budget que nous. Il y a un problème sur le budget de l'enseignement supérieur parce qu'on n'a pas investi dessus. Pourtant, les recrutements professionnels, les recrutements de la fonction publique territoriale, la fonction publique d'État exigent une massification de diplômes. Ça, c'est une première incohérence du système français. Le deuxième point, c'est que beaucoup de personnes doivent choisir un chemin d'orientation alors qu'ils ne savent pas concrètement ce qu'ils veulent faire. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là. C'est très difficile à 15 ans de savoir à quoi se destiner. Je pense que c'est comme le point précédent, on n'a pas assez investi sur les conseils d'orientation et Parcoursup ne vient qu'à la fin d'un système qui est déjà en déliquescence et à bout de souffle. Vont être de plus en plus marqués par des faits. Oui, moi je pense que c'est un bon tournant parce qu'on s'est trompé de stratégie depuis une vingtaine, trentaine d'années. La stratégie française et européenne, c'était on lutte contre le réchauffement climatique en vue de limiter ces effets-là. Le problème, c'est que la France et l'Union européenne ne pèsent que très peu dans l'émission de gaz à effet de serre. Et si par cas vous n'arrivez pas à vous coordonner avec les pays émergents, avec la Chine et les États-Unis, vous ne pouvez pas baisser les émissions de gaz à effet de serre. Deuxième effet de ça, c'est que si par cas vous prenez des effets sur les émissions de gaz à effet de serre, vous aurez des effets en termes de baisse de température que dans 30 à 40 ans après l'activation des effets. Et donc du coup, en conséquence, comment vous faites d'ici ce laps de temps, de 30 à 40 ans, pour pouvoir lutter contre ce que j'appelle le dérèglement climatique ? C'est plus important pour les pouvoirs publics nationaux de lutter contre les effets du dérèglement climatique et les pouvoirs publics mondiaux ou la coopération mondiale de lutter contre les effets du réchauffement climatique. C'est ça la séparation. Et je pense qu'au lieu d'écouter les écologistes, au lieu de mettre 30 à 50 milliards d'euros sur les trottinettes électriques, les plans vélos, tout ça, de ce genre de trucs, les éoliennes, on aurait dû mettre cet argent-là pour lutter contre les effets du dérèglement climatique. Parce qu'on aura des problèmes d'eau en raison des dérèglements climatiques. On aura des problèmes de sécheresse. On aura des problèmes de départ d'incendie. Et en conséquence, au lieu de mettre 30 à 40 milliards d'euros pour lutter contre les effets du réchauffement climatique, est-ce qu'il ne faut pas mettre une partie de cet argent pour lutter contre les effets du dérèglement climatique, en donnant plus d'argent aux pompiers, en donnant plus d'argent pour remettre en place une nouvelle circulation d'eau, réutiliser l'eau en cas de sécheresse, etc. Et je pense qu'Emmanuel Macron prend un bon tournant. Il est bien inspiré, manque plus que le fait de pouvoir se représenter lui donne de bonnes idées.